Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue. Je suis Brice Matter, je suis fondateur de nouveaux médias qui vous proposent Pi Actu. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire consacré à l'upcycling et plus exactement réinventer sans contrefaire le défi juridique de l'upcycling avec deux invités exceptionnels, Caroline Le Goffik et Olivia Dordain. En modération, Anna-Catherine Benarlotz, évidemment, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur Pi Actu, et je les remercie déjà toutes les trois pour la préparation de ce webinaire. J'aimerais d'abord présenter, rappeler ce qu'est Pi Actu. Pi Actu, c'est un média en ligne à retrouver sur les réseaux sociaux, sur le web. Ça vise à rassembler les acteurs de l'API, juristes d'entreprise, avocats, conseillers en pays, universitaires et étudiants, autour des grandes thématiques qui les concernent. Et j'admets les nouveaux participants dans de nouveaux formats, webinars, pour favoriser les échanges. Et je vous encourage aujourd'hui à poser vos questions, à échanger, à partager votre point de vue. De formats aussi vidéo et podcast, puisque systématiquement tous les contenus sont adaptés en format vidéo et en podcast pour les replays. L'objectif, c'est tout simplement la mise à jour permanente de vos connaissances en matière de pays. Donc, Pi Actu, c'est un des comptes de nouveaux médias, c'est le projet plus global, qui entend développer la même démarche que Pi Actu dans d'autres thématiques. Numactu pour le droit du numérique, et vous retrouverez aussi Droit social actu. Donc, des contenus sont également à venir bientôt sur ces comptes. Après cette brève présentation, je suis heureux de laisser la parole à Anna-Catherine pour la suite du webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup, Brice. Et d'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre intérêt porté à ce sujet qui me tient à cœur. Et je suis ravie, je suis très heureuse d'avoir pu trouver deux intervenantes de très grande qualité en termes d'expertise, Caroline et Olivia, qui elles-mêmes sont très engagées dans ce sujet. Donc, nous allons passer à peu près 1 heure 30 ensemble pour un peu parler de ce sujet. Et je vais démarrer par une image un peu triste lorsqu'on voit cette pile de textiles qui sont jetés dans le désert d'Atacama au Chili. C'est une image qui a pas mal circulé sur le net et qui devrait nous faire réagir dans notre mode de consommation. Donc, vous voyez un peu tous ces chiffres-là qui sont annoncés. Ce sont des chiffres quand même affolants qui doivent un peu inciter à une prise de conscience. Donc, on est dans une urgence écologique, c'est sûr et certain, et il faudra en fait aussi l'encouragement des autorités publiques, des gouvernements, pour aussi inciter à cette consommation responsable. Et l'upcycling est un des modes pour arriver comment dire, cette consommation vertueuse. Et effectivement, en France, avec une étude qui a été réalisée bien sûr en 2016, mais peut-être que les chiffres ont encore évolué depuis, on voit il y a quand même un développement en France en ce qui concerne le upcycling et le marché est quand même un marché potentiel avec des créations d'emplois en perspective, d'ici à l'horizon 2025 ou même plus, 30 000 de création d'emplois et même peut-être beaucoup plus. Et puis voilà, et on sait aussi que le monde du textile, le monde de la mode, le monde du luxe également sont quand même, ont leur part de responsabilité. Aujourd'hui, comme vous voyez, l'étude de Boston Consulting Group, de BCG, qui dit que le marché de la mode circulaire est estimé à 1 milliard d'euros en France. Et on voit aussi apparaître de plus en plus d'entreprises qui se spécialisent avec ce label d'acteurs de réemploi. Donc, on va voir un peu les chiffres aussi avec les incitations, les mesures d'incitation du gouvernement dans le cadre de la loi AGEC. Le gouvernement français a avancé une aide de 154 millions d'euros pour encourager la réparation des vêtements et des chaussures. Vous avez dû entendre probablement dans l'actualité que des mesures sont mises en place pour que vous rameniez vos affaires chez le couturier ou la couturière pour retoucher vos affaires.
L'IFOP également a annoncé des chiffres très intéressants en 2020 qui avait dit qu'il y a 71% de Français qui déclarent acheter des produits de seconde main et d'autres se disent prêts à acheter aussi des produits upcyclés. Donc, je rappelle très brièvement cette loi AGEC du 10 février 2020. Il y a 50 axes, c'est sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage, agir contre l'obsolescence programmée et aussi tout ça pour une production vertueuse. Et en ce qui concerne les textiles, cette loi AGEC n'aborde pas spécifiquement le upcycling, mais autour de ces différents axes, on comprend qu'il y a aussi une incitation à cette pratique de upcycling. C'est interdire la destruction des produits textiles neufs, réduire le gaspillage des produits non alimentaires par leur emploi, leur recyclage, et inciter une tendance dans la pratique de upcycling de seconde main. Donc on est dans une démarche extrêmement vertueuse, mais bien sûr, nous sommes confrontés à des questions de droit. Donc, c'est quels sont les enjeux juridiques? C'est l'upcycling soulève effectivement des questions très complexes en matière de droit de pays. Quand on réutilise ou on transforme des produits existants et qui sont protégés notamment par des droits de pays, cela peut entrer en conflit avec les droits de leurs titulaires. Et même par moments, on peut aussi se retrouver à des situations de contrefaçon, de concurrence parasitaire ou déloyale. Donc, comment allons-nous concilier ces deux notions, qui est à la fois une notion vertueuse et l'autre notion qui est une notion d'exclusivité, de propriété exclusive? Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Caroline et Olivia pour répondre à ces questions qui sont à la fois complexes et très intéressantes. On va démarrer d'abord par quelque chose de plus simple. C'est qu'est-ce que c'est l'upcycling? Qu'est-ce que c'est le recyclage seconde main? On s'y perd un peu, Caroline. Est-ce que tu peux donner un peu une définition? Oui, bien sûr. Merci Catherine. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire pour parler justement de l'upcycling ou ce qu'on peut appeler en français le surcyclage. Parfois, on dit aussi recyclage par le haut, ce qui permet déjà de comprendre que l'idée, ça va être de donner une seconde vie au produit, mais en montant, c'est-à-dire que on va essayer de réemployer les produits en leur donnant une valeur ajoutée. Et de ce point de vue-là, la différence avec le recyclage, c'est que quand on recycle, finalement, on utilise l'objet comme tel. Et puis, dans le recyclage, on a aussi la notion de destruction, puisque finalement, on va réduire le produit à son matériau et on va en refaire quelque chose. Donc, cette différence, elle va avoir une influence sur la qualité du produit final, puisque dans le recyclage, le produit qui va ressortir, il sera de qualité égale ou bien inférieure au produit de départ. Parce que nécessairement, quand on détruit la matière, on va en diminuer la qualité. Et puis, par ailleurs, ça peut impliquer l'utilisation de certains produits polluants. Donc, ça n'est peut-être pas toujours 100% vertueux. Alors que quand on surcycle ou quand on upcycle, eh bien, on va avoir un gain de qualité puisque on va détourner finalement le produit de sa finalité initiale. Donc, on a ce gain. Alors, par exemple, des exemples d'upcycling, imaginons un pneu de vélo. Mais pourquoi pas utiliser le pneu pour en faire une ceinture? Avec une bouteille de vin, on peut faire des vases, on peut faire des lampes. Avec un vieux tissu, on peut faire toute une série de choses. On peut faire des poufs, on peut faire des tote bags. Bref, ce sont des exemples parmi d'autres de surcyclage ou d'upcycling. Merci beaucoup pour cette précision, Caroline. Là, j'en viens, tout à l'heure, je vais parler de la mode. C'est l'industrie de la mode fait partie aussi de ces industries identifiées comme étant une des industries les plus polluantes. Euh, et j'en viens aussi à évoquer la marque de luxe parce qu'Olivia a connu le monde du luxe pendant de très longues années. Je comprends qu'il y a aussi une volonté d'avoir une démarche de production de consommation responsable. Mais Olivia, toi qui as été dans ce milieu-là, comment toutes ces marques de luxe appréhendent ce compromis entre une économie linéaire protégée par une exclusivité juridique et un modèle économique circulaire? Alors, je ferai une petite distinction quand même entre les marques de mode et les marques de ce qu'on appelle hard luxury, donc montres et bijoux. En ce qui concerne les montres, le marché secondaire
c'est un problème depuis longtemps parce que c'est vraiment les distributeurs de montres qui revendaient derrière en violation de leurs obligations contractuelles dans le cadre d'un réseau de distribution exclusive. Ça agaçait, ça provoquait des perturbations dans les prix, un risque de perte d'exclusivité. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui pouvait malgré tout être un peu contrôlé grâce à ce réseau contractuel de distribution exclusive. Dans le monde de la mode, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les marques de luxe, certaines depuis longtemps, comme Margiela, font eux-mêmes de l'upcycling, ils assument parfaitement qu'ils font de l'upcycling. Ils vont chiner dans les brocantes, ils prennent des tissus, des sacs, et puis hop, ils les upcyclent. Et ça, c'est une tendance croissante. Chloé est assez fortement engagée dans ce type de mode upcyclé. Maintenant, quand on vient à l'obstaclage des tiers sur les produits de luxe, ben là, c'est moins apprécié, évidemment. D'autant plus que souvent, les upcyclers vont se servir de la marque et l'utiliser de manière très visible pour vendre plus cher et donc profiter des investissements de la marque. Et là où il y a quelques années, c'était un phénomène peut-être un peu accessoire, aujourd'hui, on voit que ça grandit et que demain, ce sera vraiment un marché important et dont il faudra prendre conscience et réagir de manière voilà, satisfaisante pour les marques et peut-être aussi pour la planète. Tout à fait. C'est vrai que dans le monde du luxe, c'est un vrai sujet de préoccupation parce que où la notoriété, le prestige, l'image de marque, l'exclusivité sont des préoccupations clés pour ces marques et on comprend que bon, les marques ne veulent pas ne veulent pas s'en dessaisir, mais en même temps elles comprennent aussi qu'elles ne peuvent pas s'abriter complètement derrière le droit des marques en raison des exceptions qui sont prévues dans ces règles. Je pense que ce serait intéressant d'avoir l'avis de Caroline qu'elle nous expose un peu plus en détail ces exceptions, comment est-ce que ces marques peuvent encore préserver la fonction de garantie d'origine de la marque. Et puis aussi, ce serait bien qu'Olivia également apporte quelques exemples où la fonction de garantie d'identité risque de ne plus remplir ce rôle. Alors oui, effectivement, Catherine, tu parlais d'exception. L'exception importante en la matière et qui va permettre justement à des tiers d'upcycler des produits de marque a priori sans l'autorisation du titulaire de la marque. Cette exception, c'est ce qu'on appelle l'épuisement du droit de marque. Alors pour resituer très rapidement le contexte, l'épuisement, c'est une doctrine qui en Europe a été dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans les années 60-70 dans le contexte de la libre circulation des produits hein, au sein du marché unique européen. On sait que c'est un pilier de l'Union européenne. Les produits doivent pouvoir circuler librement à travers les frontières à l'intérieur du territoire européen. Aux États-Unis, on a en substance la même doctrine. Alors, on appelle ça la First Sale Doctrine, mais ça revient en substance au même. L'idée est la suivante. Le titulaire de la marque, il a un droit exclusif. C'est la définition de la marque. C'est un monopole d'exploitation. Simplement, la règle de l'épuisement va limiter ce monopole à la première mise en circulation du produit marqué, plus exactement de chaque exemplaire, de chacun des produits issus du titulaire de la marque. Et donc, à partir du moment où, prenons un exemple, Chanel va vendre une chemise, par exemple, une chemise Chanel de manière consentie, donc soit directement, soit à travers un distributeur, un licencié, bref, quelqu'un d'autorisé, eh bien, on va considérer que après cet acte, le droit exclusif de Chanel va s'épuiser, ce qui va permettre justement à des tiers de faire des opérations dans le commerce avec ces produits sous la marque Chanel. Et donc, pour revenir à notre sujet, eh bien, l'upcycling, il est permis par cette doctrine de l'épuisement. Donc, à partir du moment où on a un produit authentique, évidemment, qui a été mis en circulation sur le marché européen
avec le consentement du titulaire de la marque, eh bien, le produit ensuite se trouve en libre circulation. Et donc, on peut faire toute une série de choses. On peut le revendre d'occasion, on peut procéder à des importations parallèles et on peut reconditionner ou bien éventuellement transformer le produit, l'upcycler. Ce qui va déclencher l'épuisement, c'est le consentement. Et ça, c'est la chose essentielle. On peut d'ailleurs se poser une question, pour revenir à mon exemple Chanel. Je parlais d'une chemise. Imaginons une chemise Chanel qui est mise en circulation, et puis l'acquéreur décide au bout d'un moment d'utiliser simplement un bouton. Alors évidemment, le bouton porte également la marque Chanel, et notre acquéreur, il va transformer par exemple ce bouton en un pendentif. Est-ce que, il pourra se prévaloir de la règle de l'épuisement? La question, c'est le consentement qui a été donné par Chanel à la mise en circulation du produit. Est-ce que c'est le consentement sur la chemise en tant que telle? Ou bien est-ce qu'on peut dire aussi que le consentement porte sur les éléments du produit? Donc, ça peut être un bouton de manchette, ça peut être un bouton. La question, à ma connaissance, n'est pas vraiment tranchée. J'aurais plutôt tendance à dire que le consentement, il porte sur le produit tel qu'il est commercialisé au départ, donc en l'occurrence sur la chemise. Mais c'est vrai que l'upcycling repose quand même en grande partie, enfin repose sur la doctrine de l'épuisement. Alors pour revenir également à la question, ce qui va justifier cette règle, c'est finalement l'idée qu'il va falloir articuler le droit de propriété sur la marque, le monopole, et puis les droits des tiers, la libre circulation. Et l'idée essentielle, c'est que à partir du moment où on met sur le marché un produit authentique, il est identifié par une marque. La marque, elle sert à rattacher ce produit à l'opérateur économique qui est derrière. C'est ce que tu faisais, ce que tu appelais, Catherine, la garantie d'identité. Et donc, à partir du moment où le produit second, le produit upcyclé, au départ, il provient quand même du titulaire de la marque, eh bien, cette garantie, elle est préservée. Alors, dans quelle mesure elle est préservée? Olivia, il y a peut-être des cas où on peut justement se poser la question. Je crois que c'est tout le problème. Et puis, c'est vrai que le principe d'épuisement des droits, on le conçoit parfaitement sur le produit qui circule en tant que tel, parce qu'il porte la marque, c'est le produit que la marque a mis sur le marché. Et c'est vrai que cette marque, elle ne doit pas être considérée que comme un monopole au bénéfice du titulaire de la marque. À l'origine, c'est vraiment pour protéger le consommateur, pour indiquer au consommateur quelle est l'origine de ce produit. Donc, une fois que le produit a été modifié, euh, en quoi le titulaire de la marque doit être rendu responsable de ce produit finalement qui lui a échappé? Je vais donner un petit exemple qui est assez parlant, qui nous est arrivé l'année dernière pour Gégère Lecoultre, une réverso sur laquelle il y avait des insignes nazis, quelques dates clés de la carrière de Hitler et puis ses initiales. Euh, Maintenant, ces modifications, qu'elles soient réelles ou pas, authentiques ou pas, avaient été faites en dehors du contrôle de Gégère Lecoultre. Il n'était pas question que la marque Gégère Lecoultre soit associée à ce produit. C'est un exemple extrême, mais je pense qu'il illustre bien la problématique, c'est que le consommateur ne doit pas pouvoir penser que ce produit est le produit authentique de départ qui a été mis sur le marché par le titulaire de la marque. Effectivement. Effectivement, pour rebondir peut-être, si on regarde à nouveau la jurisprudence de la Cour de justice et postérieurement, bien sûr, toutes ces règles, elles ont été codifiées dans les textes, que ce soit les textes européens, directives, règlements sur la marque de l'Union et par voie de conséquence, les textes nationaux. Il y a des exceptions à la règle de l'épuisement qui elle-même est une exception. Et la principale exception, effectivement, comme le disait Olivia, c'est le cas dans lequel le titulaire de la marque peut faire valoir, selon les textes, un motif légitime. Et principalement, le motif légitime, c'est l'altération de l'état d'origine du produit, puisque effectivement, il n'est pas question que le consommateur final puisse penser que c'est le titulaire de la marque qui est responsable de l'état du produit tel que reconditionné, upcyclé. Autre limite peut-être,
Ça va un petit peu au-delà de cette fonction essentielle qui est la garantie d'identité d'origine, c'est peut-être aussi l'atteinte à la réputation de la marque. Est-ce que c'est légitime de permettre à notre upcycler d'aller en quelque sorte parasiter la réputation de la marque? Donc ça, ce sont des garde-fous finalement, ce sont des limites qui peuvent venir au secours des titulaires de marque et leur permettre d'entraver un peu le business, j'allais dire, des upcyclers. On a eu d'ailleurs un cas, c'était aux États-Unis pour le coup, sous la Fast Sale Doctrine, où Cartier avait agi contre un revendeur de Santos, de montre Santos, en acier, à laquelle il avait rajouté des diamants. Cartier ne vendait pas de montres en acier avec des diamants à l'époque. Donc, n'était pas contente d'une part, mais d'autre part, il y avait beaucoup de clients qui venaient dans le service après-vente Cartier avec ces Santos modifiés, d'autant plus que l'ajout des diamants avait en fait abîmé l'étanchéité des produits. Donc, les juridictions américaines ont effectivement sanctionné cette modification post-première vente. Oui, ça, typiquement, c'est vraiment un exemple parfait du motif légitime que le juge va pouvoir prendre en considération. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut pour toute altération de l'état d'origine du produit? Parce que, évidemment, les altérations, elles peuvent être de différentes natures. Là, on avait vraiment une altération qui abîmait l'état du produit, mais imaginons une modification simplement esthétique, cosmétique, est-ce qu'on retiendra ça comme un motif légitime? Et là, on peut se poser la question. J'ai en tête une affaire Levi's à propos de jeans authentiques dans lesquels on a un tiers qui acquiert des jeans véritables authentiques Levi's qui ont été mis en circulation par Levi's et puis avant de les revendre, il procède à leur délavage. Et là, la Cour de justice nous dit ça, c'est un motif légitime, même si le délavage, je pense, c'est moins invasif que dans l'exemple des montres, ça abîme moins le produit, mais le juge nous dit quand même ça, on a altéré l'état d'origine, donc ça reste un motif légitime qui permet aux titulaires de la marque, à Levi's, de s'opposer au commerce. Donc les choses ne sont peut-être pas si faciles que ça en l'état des textes pour les upcyclers. Tout à fait, quand je vous écoute, c'est très très intéressant. On comprend qu'aujourd'hui, on a un arsenal juridique, mais la pratique d'upcycling est quand même une pratique très récente, donc il soulève beaucoup beaucoup de questions juridiques. Moi, ce que je constate, qu'effectivement, on a encore très peu de jurisprudence en France qui nous permettent un peu de répondre à toutes les problématiques soulevées par l'upcycling. Peut-être qu'Olivia, qui a quand même une bonne connaissance de la jurisprudence à l'étranger, est-ce que tu peux un peu partager un peu un état de ces jurisprudences que tu as eu connaissance à l'étranger pour peut-être alimenter un peu nos réflexions sur ce sujet en France? Alors, je ne sais pas si j'ai une connaissance de tout, mais il y a une décision où Rolex a obtenu gain de cause contre une société qui s'appelait la Californienne. Là, pour le coup, on était sur une modification esthétique. Et c'est intéressant. Oui, on peut imaginer qu'une modification esthétique est peut-être moins préjudiciable à la marque. Maintenant, quand on a été à l'intérieur et qu'on voit qu'un produit, une nouveauté dans une collection pour une de ces marques va parfois passer 10 fois devant le comité de validation parce qu'il faut s'assurer que chaque détail, chaque couleur corresponde à ce qu'on appelle l'ADN de la marque. Donc, c'est sûr que quand la Californienne fait des tanks rose pastel avec des rayures vert pastel, ça ne plaît pas beaucoup à la marque parce que là, pour le coup, son ADN est bien chamboulé. Il y a eu des cas pires encore avec des espèces de tableaux pop art sur des panérailles un peu vulgaires, on va dire. Donc voilà, ça peut quand même être un problème. Et d'ailleurs, dans l'affaire la californienne, Rolex a obtenu gain de cause parce que les juges ont considéré que la transformation esthétique était irrévérencieuse par rapport à la marque d'origine. Les jurisprudences, je dirais, les plus récentes traitent plus de la problématique ou de la distinction entre le fait de customiser et modifier une montre pour la revendre et les services de personnalisation. Et depuis le départ aux États-Unis, il y a vraiment une distinction assez forte qui s'est faite entre
le fait de vendre et le fait d'offrir un service de personnalisation. Et puis plus récemment, c'est vraiment dans le dernier mois, en Suisse, une action engagée par Rolex contre une société qui offrait les services. En première instance, les tribunaux genevois ont estimé que c'était un acte de contrefaçon, le simple fait d'offrir ces services. Et le tribunal fédéral, il y a 2 semaines, est intervenu avec une cassation assez forte, avec c'est vraiment un arrêt de principe. Il y a vraiment tout un oberdictum sur le fait que le marché circulaire, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'important, que toute décision va nécessairement impacter ce marché circulaire. Et le tribunal fédéral a vraiment fait cette distinction en disant non, service de personnalisation, c'est pas une contrefaçon à condition d'être dans une démarche de transparence absolue depuis le départ, donc un disclaimer sur le site. Le tribunal fédéral a même suggéré l'idée que euh, mettre le nom de l'upcycler derrière la montre serait plutôt une bonne chose, parce que là, justement, on trace les différentes étapes et puis on donne aussi une responsabilité à l'upcycler sur le personnalisateur, sur la montre d'origine. Aux États-Unis, il y a une affaire aussi engagée par Rolex, une affaire Beckerman, là aussi touchant à la problématique de la personnalisation. Euh, c'est une décision qui est très ambiguë, où on pourrait l'interpréter comme non seulement validant le service de personnalisation, mais peut-être éventuellement le fait de vendre des produits customisés, là aussi à condition d'une transparence absolue vis-à-vis du client. Encore une fois, c'est très ambigu dans la manière dont c'est rédigé, les précédents qui sont invoqués, mais c'est assez intéressant de voir ce glissement où le juge se focalise vraiment sur la protection du consommateur par la transparence. C'est vrai que les cas, excuse-moi Caroline, parce que tu avais aussi parlé d'un cas qui était très intéressant aux États-Unis, si tu peux Oui, donner. effectivement, j'allais rebondir. Ça me semble être vraiment un facteur important qui a l'air d'être en train d'émerger, cette exigence de transparence, d'information du consommateur. Je pensais à une autre décision aux États-Unis, une affaire Harry Winston. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, on a des montres Harry Winston qui étaient vendues, qui étaient des montres de poche. Et puis, vous avez un tiers qui récupère ces montres et puis qui les transforme en montres en ajoutant un bracelet. Et vous avez le titulaire de la marque, entre-temps, qui est devenu la société Swatch, qui agit en contrefaçon. Et dans cette affaire, contrairement aux autres décisions, eh bien, le juge refuse de condamner le tiers pour contrefaçon en soulignant que, chose importante, le client était parfaitement informé à la fois de l'identité de départ des montres et puis de la transformation. Le juge nous dit, voilà, on a des montres qui ont été modifiées, tout ça est bien indiqué clairement aux consommateurs, on leur fait bien comprendre que ce sont des montres d'origine qu'on a simplement montées sur un bracelet. Et par ailleurs, le tiers, la société Vortic, avait pris toutes les mesures nécessaires pour informer le consommateur de ce que elle n'avait aucun lien avec la titulaire des marques et que simplement ce qu'elle faisait, c'était d'utiliser et d'upcycler de cette façon des pièces d'origine. Et donc, on voit bien que c'est une transformation de restauration. Par ailleurs, on se situe, nous dit le juge, sur un marché distinct. On n'est pas directement concurrent. Et donc, il me semble qu'à travers toutes ces décisions, on a quelque chose qui finalement est parfaitement cohérent avec la jurisprudence de la CJUE, c'est ce critère d'information du consommateur, ne pas le tromper, ne pas l'induire en erreur sur cette fameuse garantie d'origine ou d'identité d'origine. L'idée finalement, c'est la traçabilité, comme le disait Olivia, dans toute la jurisprudence sur les importations parallèles, on a cette exigence de comarquage, c'est-à-dire que le produit qui a fait l'objet de l'importation parallèle, bien sûr, il est revêtu de la marque d'origine, mais l'importateur parallèle a l'obligation de faire apparaître aussi sa marque ou en tout cas d'indiquer clairement au consommateur son identité pour qu'on puisse savoir en gros qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. Le titulaire de la marque, il est responsable de l'état de départ et l'importateur parallèle, ou bien l'upcycler dans notre débat, eh bien, il sera responsable de l'état d'arrivée du produit. Et ça, donc c'est vraiment un critère important. Finalement, ça rejoint peut-être un élément cardinal en droit des marques, c'est cette exigence de loyauté.
Oui. loyauté sur le marché, bonne information du consommateur. Alors, Caroline, pardon, oui, je me permets, je voudrais juste rebondir comme ça, c'est quelque chose qui vient en t'entendant parler de Ray Winston et enfin, cette précision que donne la Cour sur le fait que c'est un autre marché, donc il n'y a pas de concurrence. Et là-dessus, je pense que les marques seraient bien avisées elles-mêmes de rentrer sur ce marché de la personnalisation, parce qu'une fois qu'elles y sont, on pourrait peut-être parler de concurrence déloyale ou de parasitisme, mais si elles sont absentes de ce marché, je pense qu'elles s'exposent beaucoup plus à ne pas pouvoir intervenir très utilement. effectivement, parce que là, le préjudice sera d'autant plus limité, alors que si on se place sur le terrain, effectivement, après, on a un préjudice plus grand. Effectivement, ça me semble intéressant. Alors après, sur la traçabilité, je pense que ça ouvre des champs de réflexion peut-être pour un prochain webinaire, mais on peut se demander si toutes les nouvelles technologies dont on parle beaucoup en ce moment, la blockchain, les NFT, ça pourrait pas être un outil intéressant pour les titulaires de marque pour justement assurer ce suivi des produits et permettre comme ça d'indiquer exactement au consommateur ce qu'il a entre les mains, d'où ça vient, par quel maillon de la chaîne économique les produits sont passés. Mais je pense que ça nous ferait basculer après peut-être dans un autre débat, donc peut-être à réserver pour une autre session. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, au cœur de ces problématiques, c'est surtout l'information du consommateur. Et d'ailleurs, le droit français parle bien de l'usage commercial dans le commerce. Et cette notion a tout son sens, sa raison d'être dans la pratique du upcycling. Comment interpréter cette règle-là dans le cadre du upcycling et au regard aussi du droit des marques sur l'usage commercial dans le commerce? Et ça, est-ce que, Caroline, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'on peut décortiquer sous cet angle-là? Ça me semble extrêmement important. La preuve peut-être, c'est que quand on regarde le droit des marques, quand on s'intéresse aux dispositions qui prévoient les exceptions au droit exclusif, on nous dit en chapeau que toutes les exceptions, elles sont soumises à cette exigence d'usage loyal. Donc on ne peut pas que ce soit par exemple la référence nécessaire, je veux fabriquer des accessoires pour un produit de marque, eh bien je ne peux le faire et je ne peux utiliser la marque du tiers que si je le fais moi-même de façon loyale. Et quand on se pose la question de savoir ce que c'est que l'usage loyal, eh bien finalement on retombe toujours sur les mêmes concepts puisque ce qui n'est pas loyal, c'est premièrement de semer le doute dans l'esprit du consommateur sur l'origine économique du produit. Donc, à partir du moment où on n'indique pas clairement qu'on est un tiers, je suis un upcycler, mais je ne suis pas titulaire de la marque, je ne suis pas non plus un licencié, je n'ai pas d'autorisation, je ne suis pas une filiale. S'il y a le moindre petit doute qui plane, eh bien, les tribunaux vont considérer qu'on brouille la fonction de garantie d'identité d'origine et donc qu'on fait un usage déloyal de la marque. Donc, ça me semble vraiment un élément absolument capital. J'interviens juste là-dessus. C'est un peu ironique, mais en horlogerie, il y a une pratique séculaire de customisation des mouvements. Alors évidemment, ça se fait avec l'autorisation de celui qui produit les ébauches, mais après, les marques vont customiser ces ébauches, mettre leur marque dessus, les décorer à leur manière pour les intégrer dans leur montre. Et là, pour le coup, il n'y a pas tellement d'informations du client sur le fait que cette ébauche vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on peut trop reprocher, puisqu'il y a une responsabilité du titulaire de la marque. Mais quand on commence à toucher à ces questions de transparence qu'on exige de l'upcycler, peut-être que ce sera une exigence qui sera faite aussi au monde de l'horlogerie par rapport à leur mouvement. Ça serait cohérent en tout cas. Oui, mais alors j'ai une autre question qui m'est venue à l'esprit là. Tous ces produits-là, quand ils sont issus de la récupération en fait des produits d'origine, c'est quand même une création quelque part, hein. D'accord? C'est un produit dérivé, mais quels sont les droits qui pourraient être reconnus à ces objets créés à partir du upcycling? Effectivement, la question se pose. Souvent, d'ailleurs, l'upcycling invite à la créativité.
on va innover, on va concevoir des choses qui sont tout à fait inédites. Et de ce point de vue-là, ce qui vient à l'esprit peut-être, c'est le droit d'auteur. On peut supposer que bien des créations pourraient constituer au sens du droit d'auteur des œuvres de l'esprit et à partir du moment où elles sont originales, c'est-à-dire à partir du moment où elles portent vraiment l'empreinte de la personnalité du créateur, l'upcycler, eh bien, on pourrait imaginer qu'elles seraient protégées par le droit d'auteur en tant qu'œuvre dérivée. Le droit d'auteur connaît cette catégorie, l'œuvre dérivée ou composite. Elle se définit comme une œuvre qui est créée à partir d'une œuvre préexistante. Donc finalement, l'œuvre dérivée, elle va incorporer ou elle va se fonder sur une œuvre préexistante. Et de ce point de vue-là, je pense que les objets qu'on voit ici, ben, pourquoi pas considérer que ce sont des œuvres dérivées. Alors, ça ne résout pas tout à fait notre problème qui est est-ce que c'est licite de faire ça et d'utiliser la marque et le produit préexistant sans l'autorisation de son créateur. Si on regarde le régime juridique de l'œuvre dérivée, eh bien, la réponse, c'est que non, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut, puisque l'œuvre dérivée, finalement, elle sera exploitée en tenant compte des droits de l'auteur première, enfin de l'auteur de l'œuvre première. Donc, l'auteur de la transformation, il aura un droit sur son œuvre dérivée, mais il faut, oui, on a effectivement un commentaire pertinent dans le chat. Bah oui, l'œuvre dérivée, il faut, avant toute chose, obtenir la permission du créateur de l'œuvre première. Donc finalement, le droit d'auteur peut revenir comme, j'allais dire, comme un boomerang, ou en tout cas comme un obstacle, là où peut-être le droit des marques peut permettre certaines choses, mais effectivement, on n'utilisera pas comme ça, sans autorisation, une œuvre qui est protégeable. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce que toi, Olivia, tu as aussi un commentaire à ce sujet sur les créations dérivées Alors, de ton point de vue? oui, Ferrari notamment a obtenu une décision en Italie reconnaissant la protection de la Ferrari par le droit d'auteur et ça fait partie d'une de ses multiples stratégies pour combattre l'upcycling. Elle en a fait sa bête noire, un peu comme Rolex dans le monde de l'horlogerie. Tout à fait. Mais alors, comment ça se passe lorsque on voit qu'il y a quand même un intérêt pour les consommateurs, puis est-ce qu'il faut collaborer finalement ou alors combattre? Alors, quand on regarde, on voit les deux stratégies qui sont à l'œuvre en ce moment. Il y a certaines marques qui vont plutôt dans le sens d'une collaboration. Et je dirais que dans la mode, c'est nécessaire parce que plus les créateurs eux-mêmes vont faire de l'upcycling, moins ils vont être légitimes pour s'y opposer. Maintenant, on va sans doute distinguer l'upcycling qui profite ou qui parasite les investissements sur la marque des autres types d'upcycling. Mais il y en a d'autres qui effectivement sont dans le combat avec des résultats pas toujours qui vont dans leur sens. Rolex, en ce moment, est en train de multiplier des décisions qui tantôt lui convient, tantôt pas. Et plus on avance dans le marché de l'upcycling, plus les juges ont tendance à, à- à être en faveur de ce marché circulaire. Alors, Ferrari, c'est un cas un peu particulier parce qu'ils peuvent se permettre de choisir leurs clients, mais c'est assez intéressant de voir que apparemment dans leur contrat de vente, il y a une clause qui interdit expressément à leurs clients de modifier la voiture d'une quelconque façon. Et je me demandais, Caroline, si cette obligation pouvait être contestée d'une manière ou d'une autre. C'est une très belle question. Peut-être juste avant d'y venir, en t'écoutant, Olivia, je me suis fait une réflexion. Rolex qui agit, qui tire un petit peu sur tout ce qui bouge en ce moment, est-ce que, au-delà du juridique, il n'y aura pas prochainement des considérations aussi d'image, des considérations commerciales, puisque est-ce que, à trop agir en contrefaçon et essayer d'entraver comme ça le cycling, on ne risque pas de susciter un bad buzz autour de la marque. Donc, je pense que ça sera aussi des paramètres à intégrer pour les juristes en termes de préconisation de stratégie.
Alors sur sur Ferrari, qui essaye comme ça par ses clauses contractuelles de verrouiller en quelque sorte le marché post-distribution, quelle est la légalité d'une telle interdiction comme ça pour le propriétaire du véhicule de porter une quelconque modification à sa voiture? Je pense que la question, elle est délicate parce qu'elle met en jeu des droits fondamentaux divergents, à savoir d'un côté, bien sûr, le droit de marque et au-delà, on a aussi tout ce qui touche à l'esthétique, droit d'auteur, dessin et modèle sur le véhicule. Ça, c'est la propriété de Ferrari. Et puis de l'autre, on a quand même le droit de propriété classique corporelle. Donc on a l'incorporel contre le corporel. Notre acquéreur qui a dépensé de belles sommes pour acquérir le véhicule, bah, il peut se dire légitimement, voilà, moi je suis propriétaire d'un bien et en tant que propriétaire, je peux en faire à peu près tout ce que je veux. Donc il va falloir trouver où placer le curseur entre ces deux droits fondamentaux, sans oublier que le droit de propriété intellectuelle, il ne peut pas non plus être étendu démesurément de façon à entraver la libre circulation. Donc on revient à notre problème de départ qui a conduit à la reconnaissance de la règle de l'épuisement. La réponse pour aller au-delà de ces éléments un peu théoriques, je ne l'ai pas dans le sens où je n'ai pas connaissance de jurisprudence spécifique sur le sujet. Je pense d'ailleurs que si des avocats nous entendent et ont un cas de ce type, ça serait vraiment une très très belle occasion de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Quid de la licéité d'une telle clause? Je me demande, pour y avoir réfléchi un tout petit peu, je me demande si le droit de la concurrence n'aurait pas aussi son mot à dire sur le sujet, puisque on peut se demander, je pense, si une telle clause de la part d'un constructeur ne serait pas susceptible de tomber sous le coup de l'abus de position dominante. Quand Ferrari ou un autre constructeur nous dit, vous avez interdiction de toucher au véhicule, je me demande si c'est bien conforme au principe du droit de la concurrence. Voilà ce que je peux dire comme ça un peu à chaud sur la question. Merci beaucoup, Caroline. Quand je vous écoute, effectivement, je pense que le débat risque de se compliquer au fil du temps, à mesure qu'on voit émerger de plus en plus des pratiques complètement qu'on n'a pas anticipées. Ces pratiques-là vont émerger en périphérie du upcycling. Et Olivia, tu avais parlé des kits de customisation en matière automobile. Donc, eux, ils vont encore beaucoup plus loin. Ils ont carrément transformé la destination du produit, si je comprends bien. Par exemple, lorsqu'on a vu les boutons de veste de Chanel transformés en bijoux, donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un autre fondement juridique sur lequel les marques pourraient se fonder, le droit à l'intégrité ou par exemple un droit aussi à la destination du produit. Donc, ton avis sur ce sujet nous intéresserait beaucoup. Alors, je pense que sur la destination du produit et la transformation de son objet, je pense que les boutons Chanel sont plus le sujet. Et effectivement, on a touché au droit d'auteur, au droit de design, etc. Les kits de customisation, c'est un petit peu différent. Et, et je crois que nous, on a pas mal regardé le monde des voitures parce qu'ils ont 20 ans d'avance sur tout le monde, sur la customisation, le tuning. C'est une pratique très, très forte dans le monde de la voiture. Et il y a des entreprises qui ont commencé à offrir des kits de customisation. Donc, je m'achète une Mini, je rajoute des ailes, je rajoute des choses qui pètent un peu. Et puis, comme ça, je show off un petit peu. Euh, de nouveau, Ferrari, on a fait une bête noire. Il y a un cas en ce moment contre une société Mansory qui vend des kits destinés aux Ferrari. Et cette fois-ci, donc, Ferrari n'avait pas de design enregistré, était peut-être pas sûr de son droit d'auteur sur certains éléments, en tout cas, ça n'avait pas encore été reconnu. Et du coup, ils ont tenté le design non enregistré. Et ils ont obtenu gain de cause sur ces kits qui reprenaient des éléments nouveaux des nouvelles Ferrari. Donc, voilà, ça touche du coup, après le droit d'auteur, à l'idée peut-être d'un épuisement des droits sur le design enregistré.
Caroline, sans doute. C'est intéressant ça. Ah oui, alors ça illustre vraiment l'intérêt du sujet parce que finalement on est parti des marques, mais on a glissé sur le droit d'auteur. Maintenant on est sur le design, les dessins On a même et parlé de droit de modèles. concurrence également. Tu vois, finalement, c'est un Exactement. débat très riche. Ah oui, oui, c'est vraiment très riche et multifacette. Donc là, finalement, il faut avoir une vision un peu globale de la propriété intellectuelle dans l'écosystème commerce et concurrence. Alors, pour revenir sur le design, effectivement, les dessins et modèles qui sont enregistrés ou pas, ça peut être le plan B un peu quand on a oublié de déposer son design. Oui, la réponse est affirmative sur la question de l'épuisement. Bien sûr, un dessin et modèle comme les marques et les autres droits de propriété intellectuelle sont soumis à la règle de l'épuisement elle est transversale, il y a une particularité pour les dessins et modèles et une question qui est vraiment dans l'actualité, c'est la question de la réparation. Quand on veut, alors on est toujours dans la logique marché circulaire, écologie, au lieu de jeter et de surconsommer, on va essayer de réparer le produit. Euh, Quitte à utiliser des éléments qui ne viennent pas du titulaire du droit de départ, mais qui viennent d'un tiers qui propose des produits compatibles pour la réparation. Et à cet égard, il faut savoir que on a des textes qui sont dans les tuyaux qui vont arriver prochainement sur les dessins et modèles au niveau européen. Et il se trouve qu'on a une clause de réparation dans ces textes, alors qui est prévue à des conditions un peu restrictives, puisqu'on a deux conditions pour qu'on puisse comme ça librement réparer son produit couvert par un dessin ou un modèle. Il faut d'une part que l'apparence du produit complexe conditionne le dessin ou modèle de la pièce en question qu'on va changer. Donc, alors ça, c'est issu d'une jurisprudence Acacia de la Cour de justice. Donc, en clair, ça veut dire que la clause de réparation, elle s'appliquera pour des éléments de carrosserie, par exemple, mais elle ne s'appliquera pas pour des éléments comme des jantes. Et puis par ailleurs, la seconde condition, vous allez voir, ça a un lien avec ce qu'on a vu précédemment. Pour qu'on puisse faire valoir la clause de réparation, il faut que le vendeur de la pièce de rechange ait dûment informé les consommateurs, alors je cite, au moyen d'une indication claire et visible qui va figurer sur le produit ou sous toute forme appropriée. Donc il faut informer les consommateurs de l'origine du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation, indication qui doit permettre aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés par la réparation. Donc on revient toujours à notre idée de transparence, d'information du consommateur. On peut lui proposer des éléments, entre guillemets, génériques qui sont compatibles, mais il faut bien lui dire, voilà, je ne suis pas Ferrari et je propose simplement un élément qui est compatible avec les véhicules, mais je suis un tiers sans aucun lien économique avec Ferrari. Donc finalement, tout le système se tient et ce critère, c'est sans doute celui qui est en train d'émerger de nos discussions, c'est vraiment cette garantie d'origine, cette information du consommateur. Ouais, alors le droit à la réparation, c'est un sujet un peu sensible dans le Oui. domaine horloger, parce que justement là, pour le coup, on est dans des produits très complexes, avec des éléments, c'est difficile de parler de pièces détachées parce que les rouages s'imbriquent les uns dans les autres, et il y a vraiment un savoir-faire qui est très très important. Et admettre que n'importe quel horloger puisse réparer un quantième perpétuel qui sort de la manufacture de Vacheron-Constantin, ça va être un peu compliqué. Donc il y a vraiment cette exigence aussi qu'on doit maintenir, c'est que tout, euh, toute réparation par un tiers le soit d'une manière qui soit conforme à la nature du produit et à ses exigences. Bien sûr, moi je pense que peut-être la problématique, on l'a aussi pour les voitures, même si c'est un peu différent, mais bien sûr, tout le monde n'est pas forcément en mesure de réparer une Ferrari, une BMW, etc. Il y a un minimum de connaissances techniques, de savoir-faire. Dans le domaine des montres, on peut supposer qu'il y a une expertise nécessaire pour pouvoir réparer une montre, ce qui peut supposer, par exemple, qu'on ait suivi un certain nombre de formations auprès de la marque au départ. Ce qui fait que quand on y réfléchit, on peut se demander si cette libéralisation qu'on a mise en avant, ça n'est pas en grande partie une fausse libéralisation, puisque finalement, est-ce que à travers toutes ces exigences, le titulaire de la marque ou le constructeur
n'est pas de facto en mesure de se réserver un monopole. Et, Oui, et euh, puis juste pour rebondir sur les voitures, parce qu'on passe de l'horlogerie aux voitures, il y a aussi le problème des pièces détachées qui intègrent la marque. Et là, il y a un cas qui est en cours et qui vient d'être, euh, on vient d'avoir une décision de la CJCE sur une grille d'une voiture Audi sur laquelle les cercles de la marque figuraient. Et toute la question, c'était de savoir si on pouvait vendre cette grille qui, qui figurait la marque au titre du droit à réparation ou pas. Et je crois que l'avocat général était plutôt en faveur du réparateur et au final, la CJCE a plutôt tranché en faveur du titulaire de la marque. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien, la Cour, elle a vraiment fait une interprétation des règles de droit des marques en disant, bah, à partir du moment où notre réparateur, il vend des éléments, je crois que c'était des calandres avec effectivement l'élément, c'était des véhicules Audi, et sur la pièce en question, on avait, c'était comme un moule, et on avait en creux une partie avec les ronds du logo Audi qui permettait finalement à notre possesseur d'un véhicule de remettre ensuite le logo. Et donc, la Cour de justice dit, à partir du moment où la pièce, elle reproduit, ou en tout cas, elle imite la marque, peut-être en version en creux, donc c'est peut-être pas une reproduction exactement à l'identique, mais quasiment, en tout cas, en miroir, eh bien, à partir de ce moment-là, on a une utilisation non autorisée pour des produits qui sont couverts de la marque, par la marque. Donc, au sens du droit des marques, eh bien, c'est de la contrefaçon. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc, effectivement, là encore, ça limite quand même en grande partie, ça restreint ce marché externe de la réparation. Donc, voilà, Catherine, je ne sais pas si finalement tout ça, c'est une bonne nouvelle pour les titulaires de marque. non, mais bon, je pense qu'il y a un vrai travail de recherche d'équilibre. Alors, moi, je voulais juste demander à tous aux participants s'ils ont des questions ou non à poser, parce que c'est vrai que le débat est tellement riche, ça défile tellement vite aussi. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. Nous, on va continuer. Là, on approche vers la fin de ce très beau webinaire. Donc, quand je vous écoute, c'est très intéressant. On n'est pas complètement démunis juridiquement, je vois. On voit, il y a des préoccupations de toutes parts. Ah, il y en a, Ikene, qui voudrait poser une question. Ah, allez-y. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est hyper intéressant. Moi, je suis en Master 2 en propriété intellectuelle et droit du numérique et je fais mon mémoire justement sur l'upcycling et toutes ces questions Ah. justement qui sont, c'est hyper passionnant, mais en même temps, il faut quand même imbriquer tous ces droits. Et en fait, à la fin de mon mémoire, je voulais faire une proposition d'exception. Je sais que c'est un peu touchy de parler de ça, mais je voulais savoir, enfin, je voulais avoir votre avis parce que il faut quand même que j'alimente un peu en justifiant, mais je voulais me baser sur une exception d'upcycling et qui serait basée en fait sur le droit fondamental du droit de l'environnement, qui est un droit fondamental aussi, et en fait faire un peu comme, je sais pas, l'exception de parodie qui se base sur la liberté d'expression. Et je voulais savoir, à votre avis, est-ce que, parce qu'en fait, je sais qu'il faudrait vraiment une question d'équilibre et peut-être limiter en disant faudrait faire une exception, on pourrait faire une exception de upcycling, mais à partir du moment où l'upcycler informe bien, etc., se détache vraiment du titulaire de droit. Et je voulais avoir votre avis sur cette proposition. Merci. Enfin, ça me semble intéressant. Après, la question, c'est l'exception d'upcycling, vous la mettez où dans le code de la propriété intellectuelle? Vous la mettez pour chaque droit, parce que, il ne s'agit pas uniquement de la marque. Du coup, il faut couvrir aussi le design, il faut couvrir le droit d'auteur. Mhm. Droit de la concurrence. Il y a Mm. tout, il y a pas mal de briques, en fait, hein. C'est ça. Mm. Donc, Oui, en Ouais. fait, la question, je me demandais si, enfin, au début, je voulais limiter qu'au droit des marques, parce que je me suis dit sinon ça allait être un peu compliqué. Mais oui, enfin, c'était une des questions. Enfin, je suis en plein dedans, donc vraiment, j'étais prête à recevoir tous vos conseils là-dessus. Moi, une chose qui m'est venue à l'esprit, alors là, c'était plutôt du côté de la mode et des fashion designers qui
eux-mêmes intègrent des éléments d'upcycling, je trouve qu'il serait assez intéressant de peut-être de faire un parallèle avec les œuvres orphelines littéraires, où là, justement, on pourrait admettre une exception quand le designer est allé faire ses brocantes, etc., qu'il a fait, où il peut établir qu'il a fait suffisamment de recherches pour voir s'il y avait un auteur, s'il y avait des droits antérieurs, et sinon, bah, l'intégrer, je dirais, paisiblement dans ses propres créations. J'avoue que je trouve que l'approche de Martin Margiela a toujours été assez élégante parce qu'il va chercher des produits antérieurs, mais il raconte l'histoire. Alors, il n'aura peut-être pas toute l'histoire, mais il s'intègre dans une histoire et ça, je pense que ça participe à la transparence aussi. Ouais. Non, c'est important. On a la transparence, la responsabilité, la co-création. Tous ces concepts-là sont extrêmement importants si nous voulons participer à un environnement vertueux, à un écosystème vertueux, mais également à des règles intelligentes, également en droit. Donc, je vais terminer un peu par cette question à Caroline et à Olivia. Est-ce que c'est un combat qui est mal engagé ou alors est-ce que nous allons vers quelque chose de prometteur, tant d'un point de vue économique que juridique? Caroline d'abord? Oui, je ne dirais pas que le combat est mal engagé parce que je pense qu'on met de plus en plus l'accent dans les médias, c'est une priorité politique aussi sur l'environnement. Donc je pense que l'idée va faire son chemin, mais que toutes ces réutilisations vertueuses, elles vont gagner en légitimité. Et je pense que l'upcycling va pouvoir se généraliser. Alors effectivement, après, le droit arrive toujours un peu euh, en marche, le train est en marche et la question, c'est comme toujours, à chaque fois qu'on a une innovation, est-ce que, il faut vite fermer tout ce qu'on peut fermer et essayer de défendre son petit précaré ou est-ce qu'il faut essayer, on parlait de co-construction, d'essayer de trouver ensemble la meilleure solution? Je pense que effectivement, comme le disait Olivia, on a déjà certains titulaires de marque qui se lancent un peu de manière plus ou moins élégante sur l'upcycling. Je pense que toute stratégie, en tout cas trop restrictive, est vouée à l'échec, à essayer de tout verrouiller. Je pense que ça risque d'être contre-productif. Après, effectivement, comme on le disait, l'idée, c'est comme toujours, c'est de trouver le juste équilibre entre les droits en présence. Il faut arriver à bien articuler tout ça. Mais je pense que ça va se faire progressivement au niveau européen. De toute façon, on ne peut pas raisonner au niveau purement franco-français. Donc, je pense que la question, on va s'en saisir. Est-ce qu'il faut un texte? Je ne sais pas. On a déjà une certaine marge de manœuvre, je pense, pour les tiers, compte tenu des exceptions aux droits de propriété intellectuelle. Donc, il va falloir essayer d'articuler tout ça. Je pense que une des préoccupations principales, ça sera, outre l'information du consommateur, on y a abondamment fait référence, je pense que ça sera la nécessité d'éviter le parasitisme. Parce qu'on a beau dire, qu'est-ce qu'on va upcycler? Ben, ce ne sont pas des choses de marque lambda, évidemment, qu'on va prendre plutôt le bouton Chanel ou l'élément qui donne sa valeur particulière au produit fini. Donc, l'idée, c'est d'éviter les comportements déloyaux qui vont permettre aux tiers sous couvert d'upcycling, il ne faut pas non plus que ça devienne un alibi. Et donc, ne pas permettre à tout un chacun comme ça de surfer sur la renommée de tel ou tel fabricant ou titulaire de marque. Donc voilà, tous ces éléments à réfléchir. C'est très intéressant ce débat, mais je crois aussi côté Olivia, bien sûr, on a les outils juridiques. Je crois, Olivia, tu as pensé également aux moyens technologiques également pour participer à cette transparence. Oui, comme disait Caroline, je pense que ça pourrait faire l'objet de tout un autre webinaire, mais effectivement, on voit les marques horlogères et de luxe vraiment se pencher sur la question de la transparence, la traçabilité grâce à la blockchain pour authentifier, je dirais, les produits nouveaux qui sortent. Mais on pourrait appliquer ça de la même manière à l'upcycling pour qu'il y ait un vrai historique du produit du début jusqu'à la fin et que chaque intervenant soit responsabilisé par rapport à ce qu'il fait. Maintenant, pour revenir aux marques, je pense que au-delà de l'agacement d'avoir des gens qui parasitent un peu la notoriété de la marque, la vraie nuisance, c'est la confusion. Et donc, si on exige une transparence absolue vis-à-vis du consommateur, c'est aussi quelque chose qui est bénéfique pour la marque.
et qui évitera ces confusions-là. Je finirai en disant que Catherine nous vous a promis beaucoup de réponses et nous n'avons fait que soulever des questions. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de frustration de ce côté-là. Non, mais je pense que je suis. Vous m'avez permis aussi de faire une synthèse, en fait, de synthèse, parce que c'est vrai, j'étais partie avec beaucoup de questions, mais en traitant ces questions et ces réponses, quand même, malgré tout, on arrive à avoir une synthèse et qui nous permet de rebondir sur un nouveau débat. Effectivement, ce sujet, il doit être abordé en un dialogue, un trilogue, en fait. C'est entre les marques, les upcyclers et les consommateurs. Les marques, c'est vrai, si elles jouent le jeu, il faut aussi leur permettre de s'assurer que les exceptions qui sont prévues soient bien encadrées, qu'ils aient aussi un droit à l'intégrité de leurs produits, qu'il y ait aussi ce sens de la responsabilité de tous les acteurs, également la responsabilité du consommateur, même si on le protège, mais il faut aussi qu'il soit responsable. Et bien sûr, on arrive sur la transparence. Et donc, je pense que la transparence, ça intéresse tous les acteurs concernés, y compris les consommateurs. Côté réparateur, upcycler, eux aussi, bien sûr, ils sont pour introduire des exceptions parce qu'ils veulent s'engager dans une économie vertueuse pour la planète. Et aussi, ils sont aussi d'accord pour ne pas dénaturer. Il faut respecter également l'investissement intellectuel et financier de la marque. Si on dénature la marque, quel est l'intérêt encore à faire du upcycling? Et puis aussi, trouver aussi des systèmes de garantie que les upcyclers peuvent bénéficier pour continuer à s'engager dans cette voie de business. Et bien sûr, il faut qu'ils prennent conscience également de cette communication, de communiquer très clairement et entièrement sur les opérations de transformation. Et quand on parle de consommateurs, bien sûr, eux, il y a une vraie demande également pour les consommateurs. Quand je vous ai dit en introduction, les Français sont de plus en plus pour du recyclage, pour du upcycling, mais ils veulent en même temps préserver une image d'exclusivité. Et puis enfin, ils veulent aussi, les consommateurs, s'assurer que quand ils se retrouvent face à un problème, il faut qu'ils sachent vers qui ils se retournent. Est-ce que c'est contre la marque, contre le upcycler? Et puis aussi, il y a une question de pédagogie également pour les consommateurs, c'est très important. Donc, je pense qu'il y a tout un écosystème. C'est une histoire de pédagogie. C'est aussi les moyens qu'on veut bien qu'on veut bien mettre en place, aussi bien les moyens technologiques que les moyens juridiques, et aussi, mais promouvons cette nouvelle économie qui ne peut être que vertueuse. Voilà. Donc, je termine ce webinaire en remerciant tout le monde d'avoir participé, de votre intérêt. Ah, je vois qu'il y a une question dans le chat. Ah, c'est merci. Alors, c'est des remerciements. Donc, nous terminons ce webinaire par cette synthèse qui est très intéressante. Le modèle économique, c'est un modèle d'équilibre. Donc, le prochain webinaire de PIACTU, ça sera consacré aux œuvres, aux créations générées par les IA. La question est de savoir est-ce que ces créations peuvent être protégées par un droit. Voilà. Donc, on vous annonce cet événement très bientôt pour vous inscrire. Et moi, je dis un immense merci à nos deux intervenantes, Olivia pour son côté très pratique, business, et aussi à Caroline pour son expertise en tant que professeure. Donc, on espère vous retrouver très bientôt sur PIACTU. Et puis, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup. Et merci Catherine d'avoir articulé tout ça. Ben, et puis pour votre travail également. Donc, voilà. Donc, j'attends de voir un peu tous les remerciements. Ben, écoutez, on est vraiment ravis de cet engouement en fait du public pour ce sujet. Et je pense on en est qu'au début, hein, je pense, hein.